Bon, vous aurez constaté, enfin ceux qui étaient déjà venus la dernière fois, on a changé le jour. Je ne sais pas si on a bien fait. Donc j'en profite pour reposer la question. Qu'est-ce qui est préférable, le samedi ou le dimanche? Il y aura toujours des gens différents, c'est difficile. Bon, alors en plus de ça, il faudra une chose auquel on ne pense pas toujours, c'est quelles sont les dates des vacances. Parce que là, on tombe en pleine vacances, d'après ce que vous m'avez dit. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, et alors en plus de ça, il est certain que les conférences, oui, les gens aiment bien les conférences, les entretiens que je fais, mais du fait d'Internet, ils se contentent de regarder sur Internet et ils ne viennent pas. Ce qui est embêtant parce que, enfin, je pense que c'est tout de même embêtant pour eux, bah, pas pour moi aussi, parce que quand les personnes sont présentes, elles peuvent poser des questions, et ainsi de suite. Donc, c'est plus vivant. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce sont les données du problème. L'essentiel, c'est que par voie d'Internet, ça fait des dizaines de milliers de vues. Je vous donne par exemple, je ne sais pas où en est la toute dernière, mais l'avant-dernière, d'après les chiffres que l'on m'a donnés, on en est pratiquement à 200 000 vues. La conférence qui s'appelait La fin de leur monde. Donc comprenez, quand on commence à faire 200 000 vues, on commence à déranger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai périodiquement des petites alertes de convocation au commissariat pour répondre à des accusations de diffamation. Bon, jusqu'à présent, j'ai réussi à passer à travers, pourvu que ça dure. Et donc, merci à vous d'être venus. Et donc, je vais vous parler de l'illusion démocratique. J'ai hésité sur le titre. J'aurais pu l'appeler aussi l'escroquerie démocratique. Ça revient au même. Alors, je suppose que la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi illusion? Si j'ai choisi de dire illusion, ça veut dire que ce que l'on nous présente comme démocratie, c'est pas tout à fait ce que le citoyen pourrait croire. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait d'abord savoir ce que recouvre le mot démocratie. Quels en ont été les exemples et les différentes variantes. Alors, tout d'abord, étymologiquement, le mot démocratie vient du grec démos, c'est-à-dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir. Donc, en résumé, le pouvoir par le peuple. C'est ce qui reste à voir et c'est l'objet justement de cette conférence. Donc nous verrons plus loin en quoi cette définition est fallacieuse, trompeuse, et nous allons devoir nous pencher sur les différents types de démocratie qui ont eu lieu et que ce vocable recouvre. Car cela va nous permettre de constater justement qu'il y a différents aspects tout à fait différents, voire contradictoires. La première démocratie que l'on rencontre dans l'histoire fut la démocratie athénienne. Et elle avait, quand on compare à celle de nos jours, elle avait pour particularité d'être restreinte uniquement aux citoyens de la cité, mais pas du tout à ceux qui n'en étaient pas, ce qu'ils appelaient les métèques, ou métoïkos en grec. Donc le processus politique se faisait à la taille de la cité. Mais même restreint au seul fait que c'étaient les Athéniens de souche qui votaient, le principe même de la démocratie électorale entraînait des divisions et, c'est ce que l'on constate dans l'histoire quand on l'étudie, ce qui fait qu'à travers les différents démêlés que Athènes a pu avoir avec ses voisins,
systématiquement ou quasiment systématiquement, Athènes a perdu parce qu'il n'y avait pas de gouvernement stable qui imposait une direction. Et ça a été vrai par rapport à Sparte, notamment à la Macédoine et à Troie, qui étaient gouvernés par un chef unique, stable et fort. Telle est donc à la base la tare originelle de la démocratie élective. Et l'on comprend que plus ou moins rapidement, justement, les sociétés allaient se mettre sous la direction d'un roi ou d'un chef unique pour éviter justement ce système électif qui, d'élection en élection, modifiait la ligne politique de la cité. Et on ne pouvait que constater, on allait pouvoir constater que cette faiblesse de la démocratie élective allait être aggravée par la modification du support de la nationalité. Dans les anciennes sociétés, et notamment dans la société athénienne, donc comme on l'a vu, les étrangers étaient mis de côté. Et on allait voir l'évolution. En France, on allait en avoir un aperçu de ses conséquences, de l'abolition de la règle de filiation à partir de la Révolution dite française, qui allait ouvrir grand les bras aux étrangers qui participaient à la Révolution. Donc devenaient français des gens qui seulement adhéraient à l'idéologie révolutionnaire. Il n'y a plus question de droit du sang. Et c'est ainsi que, il y a différents exemples dans l'histoire, mais l'exemple le plus classique, le plus connu, est celui du juif prussien Anacharsis Klotz, qui fut fait français par la Convention, par une décision de la Convention, au seul motif qu'il avait écrit un ouvrage qui s'appelait La République universelle. Ce qui est totalement aberrant, parce que si, comme lui, les autres adhéraient à cette notion de République universelle, la République universelle est justement la négation de la nation. Or, il était fait citoyen français. Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Après la période révolutionnaire, Napoléon, en 1804, par son code civil, allait rétablir la primauté de la filiation paternelle, donc du droit du sang, ou ce qu'on appelait à l'époque le jus sanguinis. Je cite, « La nationalité est désormais un attribut de la personne et se transmet comme le nom de famille par filiation. » C'est ce que stipulait le code napoléonien. Arrivée la Restauration, elle confirmera exactement cette ligne de l'acquisition de la nationalité, le droit du sang continuera de primer. Il ne sera remis en cause que à partir de la Troisième République. Et à partir de la Troisième République, le gouvernement tiers abrogeait le droit du sang pour établir le droit du sol. Donc il suffisait que quelqu'un, sa progéniture, naisse sur le sol national pour qu'automatiquement il devienne citoyen de ce pays, donc en l'occurrence la France, sans qu'il ait même besoin de le demander. Alors, disons que cela n'a rien d'étonnant quand on sait que la Troisième République, le gouvernement tiers, était tout de même sous la coupe de son ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Adolphe Isaac Crémieux, président fondateur de l'Alliance israélite universelle. Et à partir de là, on voit comment la France allait commencer à être gouvernée par des intérêts étrangers, et en l'occurrence juifs.
C'est donc ce Isaac Crémieux qui allait imposer justement le rétablissement du droit du sol au détriment du droit du sang. Et on allait vite en voir l'utilisation qu'il allait en faire, puisque vous connaissez sans doute le décret qui porte son nom, le décret Crémieux, qui donnait unilatéralement aux seuls juifs d'Algérie la nationalité française, pas aux musulmans qui, eux, venaient de se battre pour la France contre la Prusse. Et ça allait être le début de nos problèmes de relations avec le monde musulman, puisque évidemment les musulmans prenaient ça pour un crachat à la figure, et on eut droit à la première révolte avec le Bachaga Simokrani qui se soulevait contre la France ou ce qu'il prenait pour la France. Et il faut rappeler que le décret Crémieux, en tout cas dans son projet, avait été rejeté par toutes les autorités politiques et militaires en Algérie, qui prévoyaient exactement ce qui allait se passer. Mais la Troisième République, le gouvernement tiers, était sous la coupe des Rothschild, et donc il fallait bien obéir. Donc le décret fut imposé. Et on va faire évidemment un saut dans l'histoire. Vous comprenez bien qu'arrivé à notre époque, le fait que maintenant la nationalité française repose uniquement sur le droit du sol, vous voyez ce qui se passe avec l'immigration-invasion. Comme quoi tous les enfants issus de l'immigration deviennent automatiquement français sans même qu'ils l'aient demandé, même qu'ils l'aient souhaité, et en plus de ça, en conservant la double nationalité. Si bien que lors des matchs, par exemple, de foot, vous voyez des masses qui descendent dans la rue, drapeau algérien en tête. Parce que parmi l'équipe de France, vous avez des musulmans, des Algériens, etc., ou des Marocains. Donc voilà où mène cette fausse notion de nationalité, basée sur le droit du sol et non plus sur le droit du sang. Je voudrais tout de même insister sur une chose, c'est que ce n'est pas la naturalisation qui est en cause en elle-même, c'est la façon dont elle est faite. Du fait de son attribution automatique. C'est ça qui n'est pas normal. Sans même qu'il ait eu à le demander, et surtout à le mériter. Et surtout à le mériter. Il est évident que l'on peut, et toute l'histoire de France est tout de même fait de cela, il est évident que l'on peut bénéficier d'apports modérés, certainement pas en masse, d'un apport de l'immigration, mais pour autant qu'elle soit de qualité et que ce ne soit pas une immigration uniquement basée sur l'intérêt à venir bénéficier des intérêts chez nous, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la naturalisation en soi n'est pas en cause, mais la façon dont elle est faite, du fait de son attribution automatique par le droit du sol. L'attribution de la nationalité doit être un honneur mérité, une promotion pour l'étranger qui le sollicite. Et à ce sujet-là, je voudrais rappeler toujours l'origine de la chose. C'est à l'instigation du Grand Orient de France que par la loi numéro 98-170 du 16 mars 1998, relative à la nationalité, le droit du sang allait être remplacé par le droit du sol avec la naturalisation automatique de toute personne née sur le territoire national.
Et bien entendu, preuve du mépris du pouvoir de la volonté populaire, cette décision aux conséquences incalculables sur le plan ethnique, économique et de l'unité de la nation et de sa sécurité a été imposée sans même une consultation populaire. Donc voilà ce que c'est que la démocratie. En fait, c'est une dictature qui décide de choses sans même demander l'opinion du pouvoir, alors qu'elle est censée être le pouvoir du peuple. Petit problème. Et on a eu encore dernièrement un exemple. Lorsque des initiatives comme celle tout dernièrement du groupe des Républicains, qui souhaitaient, modestement, gentiment, restreindre les avantages pour les émigrés, qui les attirent, ce que l'on appelle les pompes aspirantes, a été évidemment automatiquement refusé par Macron et son gouvernement. Ce qui dénote évidemment de sa part la volonté de continuer à nous imposer cette immigration sans contrôle et sans arrêt. Avec toutes les conséquences économiques et de sécurité que le pouvoir, je dirais pas par incompétence, j'affirmerais plutôt par volonté de laisser faire, ne règle pas. Puisque, en fait, le grand projet du complot mondialiste est de submerger les nations sous l'effet d'immigration qui, de par leur masse, ne peuvent pas être assimilées. Et c'est comme ça qu'ils entendent, à l'aide de ces masses et à l'aide du temps, faire disparaître le sentiment d'appartenance dans les peuples. Il n'y a pas que la France qui est concernée, tous les autres peuples sont atteints du même mot parce que ce sont toujours les mêmes qui sont derrière. Alors, quand on constate le refus du pouvoir d'accepter une consultation populaire sur l'immigration, un référendum, cela nous amène à analyser les fondements de la démocratie. La démocratie étant, comme on nous dit, le gouvernement où le peuple exerce la souveraineté, une question se pose. Comment peut-il exercer sa souveraineté tout en étant sujet? Un problème là. Ça colle pas. C'est ce qu'affirmait Montesquieu, comment être à la fois souverain et sujet. Comment voyez-vous l'articulation? Et cela ne peut se faire que dans la mesure où le sujet délègue son pouvoir à des représentants, les députés, ces députés. Oui, mais le problème, et si les représentants qu'il a élus le trompent dans ses volontés, ce qui est le cas que l'on constate régulièrement, où est la souveraineté du citoyen? Donc vous voyez, la démocratie est un vaste mensonge. En tout cas, tel que c'est appliqué. Parce qu'en fait, et c'est là le fond du problème, alors qu'autrefois, les citoyens, au travers du système corporatif, donnaient leur avis sur les problèmes dont il avait une connaissance directe par son travail, par sa vie en société locale, donc il donnait un avis en connaissance de cause, à partir de l'abolition des corporations par la Révolution,
Désormais, le citoyen ne va plus pouvoir donner son avis que sur l'idée que les médias lui donnent des problèmes. Et vous allez comprendre que automatiquement, mathématiquement, qui tient la presse tient le vote, tout au moins relativement, du citoyen. Parce que combien de citoyens, dans la masse des citoyens existants, non seulement en France et dans le monde, a la curiosité d'essayer de comprendre ce qu'on lui dit, si c'est vrai, si c'est faux ou pas. Combien? Donc, ils ne suivent que comme des petits moutons ce qu'on leur dit de faire. Donc, la démocratie, c'est une tromperie, c'est une arnaque. En tout cas, cette démocratie inorganique. Et c'est pour ça que j'insiste toujours entre la différence entre la démocratie organique qui se faisait au travers des corporations par rapport à la démocratie que nous vivons aujourd'hui, qui est une démocratie inorganique, puisqu'elle ne repose plus sur un vote conscient du citoyen sur les problèmes directs qu'il avait à côtoyer et qu'il est entre les mains des faiseurs d'opinion. C'est là le grand malheur des pays aujourd'hui soumis à cette démocratie inorganique. J'ai fait allusion tout à l'heure à cet essai du groupe des Républicains qui souhaitait restreindre l'accès aux aides automatiques pour les migrants. Et je voudrais tout de même rappeler que c'est Laurent Fabius, dont on connaît les origines, du haut du Conseil d'État qu'il préside, qui s'est opposé au prétexte que l'article 11 de la Constitution ne le permettait pas. Donc vous voyez, si je souligne ce petit fait, c'est pour vous montrer que, en fait, tout est verrouillé dans cette démocratie. Vous avez un Laurent Fabius qui oppose tout interdit quand il y a une proposition de loi qui est dangereuse, qui ne correspond pas au plan messianique de ceux qui sont derrière la République. Et on n'en sort pas. Chaque fois que je me penche sur ce problème-là, pour écrire un article, pour préparer une conférence, je me demande toujours comment certains esprits de l'époque du XVIIIe siècle ont pu s'embarquer dans des utopies pareilles. Je parle par exemple de Montesquieu, avec sa notion du pouvoir par le peuple. Et je dirais qu'un individu particulièrement cynique que nous avons connu, Charles Pasqua, avait très bien résumé la situation en disant « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Donc vous voyez, c'est toujours le même processus en démocratie, ce que le citoyen du haut de sa soi-disant liberté et autorité délègue à un représentant, c'est-à-dire les députés. Le député, évidemment, pour être élu, fait de belles promesses. Et une fois au pouvoir, une fois arrivé, une fois élu, il fait autre chose. Où est la liberté, où est l'autorité du citoyen? C'est une arnaque. Et tout de même, je demanderais il serait bon que le citoyen auquel on demande périodiquement son avis pense tout de même à une chose. Il trouve tout à fait normal, quand il a un problème, soit de santé, soit un problème de procès, soit ceci, soit cela, soit s'il veut construire une maison, il s'adresse à un médecin, il s'adresse à un avocat, il s'adresse à un architecte, parce que ce sont des personnes, en principe, censées connaître leur métier. Eh bien, en démocratie,
quand il donne sa confiance à un député, il donne sa confiance à quelqu'un qui ne connaît même pas les rouages de la politique. Et c'est ça, c'est toute l'arnaque de ce système. Et il fallait tout le vide des écervelés de la monarchie décadente du XVIIIe siècle pour accepter ce nouveau raisonnement qui allait fonder désormais le pouvoir. Et on n'a pas cessé d'en subir les conséquences. Vous savez que Rousseau a été le père, justement, entre autres, je ne suis pas le seul, de ce système démocratique, et il est amusant de voir comment par la suite, tout de même, il allait percevoir l'utopie de son système, puisque il allait finir par avouer, je cite, « S'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Êtes-vous des dieux? Les autres sont-ils des dieux? Et pourtant, tel fut le but de la Révolution, transformer le vote inorganique du citoyen en un vote inorganique déconnecté de la réalité. Et c'est ainsi que depuis lors, on ne peut que constater que la société fonctionne de plus en plus mal au détriment du citoyen. Et je voudrais faire remarquer que si ce système électoral dans cette démocratie inorganique était viable, normalement, d'élection en élection, le citoyen aurait dû, depuis l'instauration de ce système, être arrivé à améliorer les choses. Or, on constate le contraire. Donc, il y a un vice dans le système. Et le pouvoir s'enfonce toujours plus dans l'injustice, dans les prévarications et dans l'inégalité au profit des nouveaux privilégiés, ceux qui nous gouvernent. Et c'est pour cela que toutes les révolutions nationalistes de la première moitié du XXe siècle sont toutes revenues à la structure corporative parce que justement ça remettait en valeur l'autorité du vote du citoyen. C'est ainsi que du Portugal de Salazar à l'Italie de Mussolini, à l'Allemagne du Troisième Reich, à l'Espagne de Franco et jusqu'à l'État français du maréchal Pétain, tous ces régimes revinrent à la notion des corporations. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique le relèvement économique spectaculaire d'ailleurs dans ces pays, qui était revenu à la structure corporative, et l'exemple le plus flagrant, le plus extraordinaire, c'est celui de l'Allemagne, du Troisième Reich, où Hitler, en même pas 5 ans, a réussi à remettre sur pied l'économie allemande, qui avait été complètement dévastée après la Première Guerre mondiale, les traités de Versailles et du Trianon, qui avaient complètement ruiné l'Allemagne. Donc vous voyez ce que une loi, un décret peuvent détruire, comment l'inverse peuvent rétablir les choses et ressusciter un pays. Je voudrais rappeler donc que l'interdiction des corporations et des corps intermédiaires, ce fut une des premières décisions de la Révolution triomphante, par la loi d'Isaac le Chapelier et des décrets Allard de 1791,
la démocratie inorganique allait porter un coup fatal à la véritable souveraineté du citoyen. Et on peut comprendre tout de même que Jean-Jacques Rousseau lui-même ait compris malheureusement un peu tard que c'était absolument inviable, puisque nous n'étions pas des dieux. Et pourtant, malgré cet aveu honnête de Rousseau, nos sociétés démocratiques d'aujourd'hui continuent de s'appuyer sur le départ de son faux raisonnement parce que cela permet tout leur trafic et leur domination. Il y a un texte intéressant d'un des premiers socialistes, mais qui était socialiste en marxiste, c'était Proudhon, qui constatait déjà à la fin du XIXe siècle une facette de cette tromperie. Voilà ce qu'il disait. Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état du pays sont presque toujours ceux qui le représentent. Vous pesez bien cette déclaration, ce qui veut dire que ce sont les plus incompétents qui sont élus, car ils sont poussés en avant par leur représentation flatteuse mais trompeuse par les médias. Et on retombe toujours dans le problème, qui tient les médias façonne l'élection. On n'en sort pas. Donc, ces gens qui ont été élus grâce à l'appui des médias eux-mêmes tenus, sont eux-mêmes tenus et ne peuvent qu'obéir aux directives. Proudhon posait encore la question. La démocratie, telle qu'issue de l'idéologie de 1789, est-elle viable? Représente-t-elle réellement le citoyen dont elle serait l'émanation par ses volontés exprimées par son bulletin de vote? Eh bien, on peut dire qu'après plus de 3 siècles d'expérience, on ne peut que constater que cette démocratie inorganique ne répond pas à la question. À chaque élection, le citoyen est trompé par des promesses jamais tenues et se trouve baladé de déception d'une prétendue extrême droite frileuse devant le politiquement correct imposé par les lobbies à la droite libérale, aux socialo-marxistes, sans comprendre que les causes de ces problèmes résident dans la perversité du système électoral lui-même et de son utilisation par les lobbies qui sont derrière la presse et les partis. Cette constatation, d'ailleurs, ne date pas d'aujourd'hui. Et je voudrais rappeler ce que disait l'historien Sainte-Beuve à la fin du XIXe siècle, qui constatait déjà, devant la naissance de la grande presse dite d'information, de sa tromperie du citoyen. Voilà ce qu'il disait. L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes, il raisonne juste sur des bases fausses. Dans cette petite phrase, vous avez contenu tout le problème de l'immigration. Vous donnez un certain éclairage des problèmes aux citoyens et en toute honnêteté de sa part, il va conclure faussement parce que les bases sont fausses. Eh bien, c'est ça la démocratie inorganique. On n'en sort pas. Et à chaque fois, les électeurs trompés, déçus d'un parti,
se reportent sur un autre dans l'éternel balancier droite-gauche, sans comprendre qu'en fait, ce ne sont que des masques d'une même réalité. Que le système a plusieurs casquettes pour toujours en rafler la mise. L'autre tromperie qui a découlé des sophismes de 1789 est celle de la devise maçonnique « Liberté, égalité, fraternité ». Elle est trompeuse parce qu'elle ne correspond en rien à la réalité, puisque c'est l'argent et les lobbies qui tiennent le véritable pouvoir. En fait, éventuellement, on pourrait admettre que la devise pourrait s'appliquer entre maçons. Liberté pour les maçons, égalité entre les maçons, fraternité entre les maçons. Eh bien non, même pas. Même pas. Et je voudrais encore une fois citer cette déclaration du franc-maçon Ragon dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire les plus bas grades, dans lequel il disait « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. » Où est sa liberté? Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Conclusion, où est la liberté du citoyen? Où est son autorité? Puisqu'il cesse de s'appartenir. Il est désormais tenu, il est donc sans liberté. Aussi, contrairement à un citoyen qui adhère à un programme officiel d'un parti, en lui-même déjà trompeur, celui qui entre en maçonnerie ignore à quoi il s'engage. Il n'est plus libre. Et un autre texte du haut initié Albert Pike, dans son ouvrage fondamental à connaître, que je cite d'ailleurs mon livre « La maçonnerie » que je n'ai pas là malheureusement puisque c'est épuisé, et le titre était « Morals and Dogmas », il confirme la duplicité maçonnique. Je cite, « Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'il comprenne. La vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie, c'est-à-dire au haut degré. » À nouveau, la question, où est l'égalité, même en maçonnerie, puisque les bas degrés et les hauts degrés, les 10 eux-mêmes, sont trompés sur la réalité maçonnique. Alors, on pourrait admettre que le troisième élément de la devise, la fraternité, par l'entraide qu'il proclame, qui aide aux carrières, d'ailleurs c'est le motif le plus fréquent pour ceux qui rentrent en maçonnerie, donc on pourrait dire que bon, il y aurait la fraternité entre francs-maçons. Même pas. Même pas. Dans les recommandations aux frères enquêteurs, alors, les frères enquêteurs, ce sont des francs-maçons, bien entendu, qui sont formés pour enquêter auprès d'un individu qui souhaite rentrer en maçonnerie, pour voir si réellement, par sa façon de voir les choses, etc., il peut être compatible et pour être admis en maçonnerie. Donc ils doivent, je cite, s'entourer de toutes les garanties, même pousser à l'exagération, avant d'accepter un profane. Et puis,
Puis, les profanes sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie ira même jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leur personne. Là encore, question, où est la liberté du citoyen? Et notamment du franc-maçon, qui a eu l'imprudence de rentrer en maçonnerie. Donc on voit là aussi les limites de cette prétendue fraternité, même entre maçons. La fraternité est ainsi soumise implacablement à l'obéissance envers les mots d'ordre et l'idéologie maçonnique. Donc il n'y a pas de liberté. Et voilà pourquoi la devise maçonnique liberté-égalité, inscrite au fronton de nos édifices publics, est un mensonge flagrant. Il faut toute la duplicité de certains auteurs, tels le Marat, les démocrates éclairés, entre guillemets Bernard Anthony, comme il se présente lui-même, qui, entre autres occultations de la réalité maçonnique, dont son origine juive, kabbaliste et luciférienne de assez haut degré, ose nier l'origine maçonnique de cette devise dans ses pseudo-vérités sur la maçonnerie. Et il affirmait contre toute vérité, la maçonnerie, on le sait, ne fut pour rien dans la genèse et la propagation de cette devise, dont les trois mots peuvent d'ailleurs être compris en une parfaite doctrine catholique. Eh oui, voilà ce que des gens qui côtoient nos milieux, qui sont dit-on de droite, qui sont dit-on catholiques, osent dire. Et voilà comment le public de nos milieux est trompé par en fait des gens qui sont infiltrés, qui sont des compagnons de route de la maçonnerie. C'est pour ça, quand je parle de son livre « Vérité sur la maçonnerie », je dis que son livre devrait plutôt s'appeler « Mensonges sur la maçonnerie ». Et voilà comment les gens sont travaillés et induits en erreur. Il n'est pas le seul. Ces propos rejoignent aussi la déclaration maçonnique de son ami Henri de Lesquen, qui, dans sa lettre du Club de l'Horloge numéro 40, déclarait que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de baptême de la nation française, alors qu'elle n'en a été que le début de sa déconstruction. Voilà tout ce qui est caché dans cette prétendue démocratie inorganique censée donner le pouvoir au peuple. Ce n'est qu'un hocher trompeur qui ne sert qu'à le manipuler pour lui faire accepter ce que veulent les lobbies dans leur marche vers la République universelle messianique, annoncée d'ailleurs dès le XVIIIe siècle par les hauts maçons Ramsay, Cloyce, Weishaupt, à la veille de la Révolution dite française. Vous comprenez pourquoi il faut régulièrement, systématiquement revenir sur ces textes qui sont fondamentaux pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il en découle que pour que le système démocratique fonctionne, dans cette démocratie inorganique, il faut que le citoyen soit systématiquement trompé. Parce que s'il était lucide, il ne voterait pas comme il le fait. Voulez-vous m'expliquer comment le peuple français a pu voter systématiquement pour 3 présidents de la République juifs en succession? Sarkozy, Hollande, Macron. Il faut franchement qu'il ait été bien manipulé par les médias
pour ne pas comprendre pour qui il votait. Vous voyez les conséquences d'un faux principe et de leur, leur utilisation par ceux qui évidemment en profitent. Et voilà pourquoi il faut toujours marteler, mais les mêmes choses. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut bien souligner, qui est la tromperie sur ce qu'on appelle les sujets de société. Avortement, mariage homosexuel, etc., etc. Faisant croire que c'est parce que la société évoluerait qu'il faut changer la législation. En fait, c'est le contraire qui se passe. C'est que il y a d'abord le premier aspect de l'offensive médiatique qui essaye de faire croire à un mouvement d'opinion. Comme quoi, effectivement, l'opinion changerait d'avis sur tel ou tel sujet. Alors, ayant induit cette idée, qu'il y aurait une majorité qui serait pour ce changement d'optique, on dit, bon, puisque ça a changé, il faut faire des lois, des décrets. Et le problème, c'est que les décrets et les lois qui sont imposés vont justement rendre légal ce qui ne l'était pas. Or, pour un citoyen, ce qui devient légal, il n'y a plus que s'incliner. Et voilà comment le tour de passe-passe est fait. Je dois dire que c'est remarquable. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous trompent, ceux qui trompent le peuple, sont des génies pervers. Ils ont très bien compris la machine qu'il fallait mettre en marche pour tromper le citoyen et arriver à ce qu'il veut. Donc ce qui devient légal par une loi devient licite aux yeux du citoyen. Et c'est d'ailleurs, petit rappel encore, ce que confirmait la déclaration cynique de Simone Veil, rappelez-vous, ministre de la Santé de M. Giscard d'Estaing, dans le Times de Londres du 3 mars 1975. Voilà ce dont elle se vantait. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Par le biais d'une loi légalisant l'avortement, vous changerez de façon fondamentale la position elle-même de la femme et de l'enfant dans la société. Et voilà comment on manipule les foules. Telle est la spontanéité démocratique de l'évolution des mœurs. Où est donc la prétendue liberté de choix du citoyen et de son autorité? On ne peut que constater à la lumière de ces déclarations qu'il n'y a nullement une évolution spontanée de la société, mais bien au contraire une évolution façonnée, voulue, préparée par la volonté du législateur au pouvoir pour la faire évoluer dans le sens étudié en loge et à la synagogue pour détruire la société chrétienne. Alors, je répète, cela passe d'abord par le biais de campagnes médiatiques tendant à faire croire à l'évolution des mentalités, puis de législation en législation sous prétexte de tenir compte de la prétendue évolution de la société, et évidemment établir de nouvelles lois. Et c'est ainsi qu'on arrive à l'inversion de l'ordre naturel, d'où une des premières étapes que l'on a vues a été la théorie du genre, niant la réalité biologique.
invraisemblable qu'on arrive à de pareilles monstruosités de la réalité biologique, qui fut la matrice de l'officialisation de l'homosexualité, d'où la dictature LGBT que l'on subit aujourd'hui. Et comme vous le savez, c'est légalement interdit de critiquer ce genre de comportement. Donc, il en est ainsi des lois comme des élections façonnées de sorte à amener au pouvoir ceux qui sont chargés en sous-main de promulguer les lois permissives et destructrices. D'où évidemment l'importance des médias pour présenter les programmes des partis sous un visage attrayant pour captiver le vote du citoyen. On n'en sort pas, c'est ça le vice du système. Et pour ce faire, bien entendu, ceux qui détiennent la réalité du pouvoir font la promotion de tel ou tel individu, le créent ex nihilo, ça veut dire à partir de rien, comme on lance une marque de lessive, qui lave plus blanc, plus blanc. Et on a eu un exemple flagrant, récent, relativement récent. Emmanuel Macron. D'où est-il sorti? Ex nihilo. Qui le connaissait? Personne. Ah oui, pour les initiés, il était un banquier associé à la banque Rothschild. C'est même une notion importante à savoir et à rappeler. Mais à part ça, il n'avait jamais eu le moindre mandat électif. Il n'était jamais passé devant le peuple. Eh bien, brusquement, il allait devenir président de la République. Par un tour de passe-passe et par un véritable complot contre ce malheureux François Fillon qui n'a évidemment pas la dimension pour faire face à tout ce qui allait lui arriver, d'où ce que j'appelle l'euthanasie de François Fillon. Donc ça a été un tour de passe-passe, mais invraisemblable, pour qu'un individu totalement inconnu des foules devienne brusquement président de la République. Voilà le résultat du système. Et alors le pire, c'est que non content d'avoir élu précédemment les Sarkozy et les Hollande, les Français à nouveau allaient se doter d'un troisième président de la République juif, alors que, comme les deux précédents, il était placé là comme agent du mondialisme messianique et élu par des citoyens induits en erreur par les médias aux ordres. Je suis toujours, étant bien conscient de ce qu'il y a derrière, je suis tout de même toujours sidéré de voir la capacité de crédulité des masses populaires, qui ne comprennent pas à quel point ils peuvent être manipulés. Et à quel point tout cela leur retombe dessus. Et c'est ce qui me fait toujours réagir quand je vois certains qui se plaignent de ceci, de cela. Par exemple, de l'immigration. Le nombre de gens qui m'écrivent en disant « Ah oui, l'immigration, ceci, les musulmans, cela ». Et tout aussi régulièrement, je leur réponds « Oui, bien, d'accord. Bien d'accord. Mais qui les a amenés? Ils ne sont pas venus à la nage. Qui les a amenés? Qui continue à les faire venir? Pour nous submerger? Prenez l'exemple d'un Zemmour, qui ne cesse de faire sa carrière politique en dénonçant l'immigration. Oui, bravo. Mais pourquoi il ne remonte jamais à la cause
pour dire que c'est sous l'instigation de l'intelligentsia juive, des Attali et compagnie, que cette politique de submersion de l'enfance est mise constamment en œuvre. Ah non, on dénonce l'immigration, mais on ne dénonce pas la cause. Et le résultat, j'ai eu le résultat, d'ailleurs assez souvent, dans les correspondances que je peux recevoir, des personnes bien intentionnées qui me répondent oui, vous avez raison. Mais ils me disent oui, mais l'immigration, elle, on la voit. Elle, on la voit. Et oui, les autres sont derrière, on ne les voit pas. Ils sont eux les responsables. Voilà où mène le vote inorganique, à faire la promotion de l'aveuglement des citoyens. Et c'est pour ça que je répète, je suis obligé de répéter régulièrement à peu près la même chose au fur et à mesure que la situation s'y prête ou qu'il est nécessaire que j'en parle. Et oui, eux, on les voit. Et ça ne les choque pas apparemment quand ils voient qu'un certain Emmanuel Macron refuse toute idée de référendum sur l'immigration. Apparemment, ça ne provoque pas de réaction. Que voulez-vous faire avec un peuple, des peuples, puisque nous ne sommes pas les seuls? On dirait qu'ils cherchent à s'aveugler pour ne pas avoir à réagir. Pour ne pas avoir à réagir. On ne peut qu'en constater ainsi que la politique devient un marketing, agitant des slogans primaires capables d'accrocher émotionnellement les lecteurs. Et c'est pour ça que je dis et je répète que la Révolution dite française, œuvre de la judéo-maçonnerie, a été une révolution soi-disant au nom du peuple, contre le peuple. Il en découle que depuis la Révolution, la société vit sous les conséquences de ce faux pouvoir, de cette fausse liberté du citoyen. Tel aura été le résultat de la transformation du vote du citoyen d'un vote organique en un vote inorganique, programmé par le pouvoir politico-médiatique. Et je dis, et j'insiste, que l'un des buts principaux majeurs de la Révolution aura été justement à ce détournement du vote du citoyen pour pouvoir le manipuler plus facilement. Et à partir de là, le pouvoir qui est derrière les élections arrive à faire ce qu'il veut. Étonnez-vous de voir comment les sociétés occidentales soumises au même régime dépérissent les unes après les autres. Alors, devant cette situation, on me posera la question, que faire? Bon, je répondrai d'abord pour une simple image. Imaginez que vous promenez en forêt. Vous avez un chemin qui est tout tracé à travers la forêt. Puis à un moment donné, vous arrivez, le chemin apparemment aboutit à un précipice. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer sur le chemin qui a été tracé devant vous. Puisqu'il est tracé, c'est donc qu'il mène quelque part. Et non, il mène au précipice. Qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre la logique du chemin? Ou allez-vous faire demi-tour et prendre un autre chemin? Eh bien, en politique, c'est exactement la même chose.
Si au bout de X années, je dirais siècles maintenant, vous constatez qu'un même principe donne toujours les mêmes mauvais résultats, est-ce que vous allez continuer tout droit dans le précipice ou est-ce que vous allez faire demi-tour pour adopter les principes contraires? C'est là la réponse. Donc, en politique, il en va de même. Et c'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Il ne faut pas s'entêter dans une idéologie. Écoutez, imaginez, à Dieu ne plaise, vous êtes malade. Vous allez voir un médecin. Il vous donne des médicaments qui soit ne règlent rien ou qui vous rendent plus malade encore. Est-ce que vous allez continuer à aller chez le même médecin? Comme disait Sherlock Holmes, élémentaire, mon cher Watson. Donc voilà, c'est aussi simple, la vérité est simple. Il n'y a que le mensonge qui est masqué, parce que s'il n'était pas masqué, il se verrait. Donc vous voyez, la vérité est toute simple. Et ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le bon sens populaire, puisqu'il n'est plus appliqué justement comme l'était avec les corporations, son opinion sur les sujets qu'il connaissait directement. On n'en sort pas. C'est la logique, c'est la réalité. Et d'ailleurs, on en a un exemple, il y en a d'autres évidemment, mais un exemple qui m'amuse toujours, qui nous est légué de la Révolution 1789, qui était donc bâtie sur les sophismes et la notion fausse de l'homme. Et le mot du conventionnel Joseph Sieyès, qui était un prêtre défroqué, qui ordonnait du passé faisons table rase. Donc justement, pour eux, pour ces idéologues, il faut éliminer toute référence au passé, qui représente tout de même l'expérience des peuples, qui permet de les mettre en garde, des erreurs à ne pas recommettre. Eh bien non, surtout, ne pas tenir compte de l'expérience de l'histoire pour pouvoir continuer justement à rester dans l'erreur. Du passé faisant table rase. Et voilà pourquoi il nous faut aujourd'hui une révolution nationaliste en sens contraire et opposé à tout ce qui a été fait depuis la Révolution dite française. On n'en sort pas. Alors, ce que je ne peux malheureusement que constater, devant les différents mouvements existants aujourd'hui, genre Rassemblement national, je ne peux que constater qu'en fait, au lieu de constater où menaient les faux principes issus de 1789, ils essayent d'accommoder ces faux principes de façon à les rendre moins nocifs. Je regrette beaucoup. Un microbe par lui-même est nocif. Alors vous le combattez par des antibiotiques ou des sulfamides, et vous le détruisez, mais vous le détruisez. N'essayez pas de l'accommoder. Donc voilà, nous sommes quelque peu désemparés face à ces soi-disant tentatives de remettre la France sur pied, parce que ceux qui dirigent ces pouvoirs sont eux-mêmes tenus de l'intérieur, soit par peur de ne pas être politiquement correct, ça c'est le grand chantage, soit parce qu'ils sont infiltrés. Et tant qu'on aura des pseudo-mouvements dits de réaction qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire revenir à la source du mal pour l'éradiquer, on n'en sortira pas. Et c'est pour ça que je m'efforce d'écrire des livres qui, sur tel
et tel sujet, donne les éléments de réflexion et aussi les solutions. Voilà, tel était le but de cette conférence. Et on n'a plus qu'à souhaiter que un jour, une véritable réaction se lève réellement. Je fais ma part du travail. La suite, j'espère qu'il y aura une relève. Merci de votre attention. Et transmettez. Question ? Vous avez parlé du Rassemblement national quand on voit Bardella qui fait la bise à Mayera. On a compris, quoi. C'est bon, c'est autre chose. Mais vous prenez toutes ces déclarations, que ce soit celle de Marine Le Pen ou celle de Bardella, quelle est la différence avec les prises de position de Macron ? Pour l'Ukraine, il faut faire la guerre pour l'Ukraine. Par rapport au génocide à Gaza, où il n'y a aucun problème. Oh, on risquerait de passer pour des antisémites, oh là là. L'avortement, on vote pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Mais quelle est la différence ? À quoi servent ces gens-là ? Le mot traître vient à la bouche. Et que faire le 9 juin ? Se rester à la maison ou voter pour... Oui, alors bonne question justement, c'est la question. Et là, on ne peut répondre que par la formule voter pour le moins mauvais, ou apparemment le moins mauvais. Et là, bon, il est certain que je vais surprendre certains, ce n'est pas définitif encore, c'est une perspective. Je constate tout de même que le tête de liste pour les européennes des Républicains, Bellamy, fait des déclarations qui sont pas mal. En tout cas, sur tout de même des sujets clés de société, il est 1000 fois mieux que les déclarations des représentants du Rassemblement national. C'est une possibilité, mais je dois vous dire honnêtement, je n'ai pas encore pris de décision. Ça dépendra justement de ces dernières déclarations, celle de Bellamy, parce que je ne crois pas du tout à un revirement dans le bon sens des gens du Rassemblement national. Ils sont vérolés, c'est terminé, et ça date de longtemps. Ça date déjà du père, qui a surfé sur le patriotisme, mais fondamentalement, il n'a jamais voulu arriver au pouvoir, et surtout arriver au pouvoir pour faire une politique contraire à celle qui nous est imposée. Donc à quoi ça sert ? À rien. Donc, on verra bien si ce Bellamy, il a une bonne tête. Je dirais qu'il a une bonne tête. C'est pas suffisant. Donc on verra si à la veille des élections, il continue à faire de bonnes déclarations ou pas. Sinon, on sera obligé de s'abstenir. C'est pas compliqué. Mais on ne peut pas être complice en rêvant de soi-disant un bon parti qui ne l'est plus déjà depuis des décennies. Autre question ? Oui, vous avez beaucoup parlé des corporations et que la Révolution avait vraiment à cœur d'y mettre fin. Il y a des ouvrages qui existent là-dessus Il y a quoi ? Des ouvrages justement sur... Des ouvrages là-dessus, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Une conférence Et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a un livre de mon père qui est épuisé maintenant, qui s'appuyait sur l'expérience corporative au Portugal. Mais actuellement, sur la critique, comme je l'ai fait au travers de cette conférence, sur le pourquoi de l'abolition des corporations, je crois que je suis le seul. Ouais, je peux me tromper, je ne connais pas tout, mais si d'autres existent, tant mieux, mais je ne les connais pas. Bon, si vous dites que ça a redressé des pays... Hein ? Pardon ? Vous dites que ça a redressé l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. Ben oui, mais justement, je suis un empirique. D'ailleurs, très souvent, ceux qui me connaissent déjà, je dis très souvent que le nationalisme n'est pas une idéologie, c'est un empirisme. C'est-à-dire que le nationalisme réagit à tel ou tel événement, tel ou tel problème, en fonction de l'intérêt national et du peuple. Empirisme.
On ne crée pas un système ex nihilo. On s'appuie sur l'expérience pour décider quelle est la meilleure attitude à prendre face à un problème. Parce que le but d'un gouvernement honnête est de travailler pour le mieux de la nation et l'intérêt du peuple qu'il représente, sinon il ne sert à rien. Ou plutôt, il est hostile. Donc voilà. Donc si vous me trouvez, je serais enchanté de connaître quelqu'un d'autre qui aussi insiste, comme je le fais, sur cette dualité, cette contradiction plutôt, entre démocratie organique et démocratie inorganique, je serais heureux de le connaître. Frédéric Ploquin, dans son livre Les réseaux secrets. Qui donc? Frédéric Ploquin, c'est un reporter chez Maria. Oui. Écrit dans son livre Les réseaux secrets de la police que l'on ne peut pas devenir gradé dans la police ou la gendarmerie sans faire partie des frères, notamment de la Grande Loge nationale française. Tout à fait. Il a tout à fait raison. Tout à fait raison, c'est absolument connu, notamment dans la gendarmerie. À partir du grade de commandant, on peut estimer que tous sont plus ou moins tenus. Et toujours pour la même chose, c'est que je dirais même que dans l'armée, c'est la même chose. Ouais, moi j'ai un témoignage comme c'est une collègue, amie avec quelqu'un qui est passé officier. Pour pouvoir progresser dans la hiérarchie, il faut soit être un bon petit soldat bien sage, qui ne réagit pas, ce que font la plupart des militaires catholiques. Moyennant quoi, on a des généraux, beaucoup de généraux, tout à fait catholiques. J'en connais dans la marine aussi. Le problème, c'est qu'ils réagissent jamais. Sous prétexte de devoir de réserve. Moyennant quoi, il a souffert. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, L'armée française face à la destruction de la nation. Et j'explique comment, aux étapes clés de l'histoire de France depuis la Révolution dite française, à chaque fois que la situation aurait pu basculer dans le bon sens, l'armée n'a pas bougé, alors qu'elle était elle-même la cible. Que voulez-vous faire? Tout ça, par peur pour la carrière, entre autres. Et ce qui est vrai pour l'armée est vrai pour la gendarmerie, puisque la gendarmerie fait aussi partie de l'armée. Et ça en est vrai aussi pour la police. Donc voilà quelles sont les pesanteurs auxquelles nous avons affaire. Donc il disait clairement qu'il n'y a aucun commissaire de police en France Oui, qui n'est pas bien sûr. affilié avec ces gens-là. Et s'il n'est pas réellement lié, il est obligé d'être prudent. C'est là le problème. Alors certains jouent tout de même le double jeu, protègent dans une certaine mesure, mais on ne peut pas dire que la majorité soit sans. Et ils ne sont pas fous, les francs-maçons. Ils s'assurent la protection des forces de l'ordre, évidemment. Autre question? Je crois que vous l'avez déjà rappelé dernièrement, mais j'ai encore du mal à comprendre comment François Fillon s'est pas du tout défendu. On a de la difficulté à comprendre? François Fillon, il s'est pas défendu quand il a été attaqué. Il aurait très bien pu dire, mais c'est coutume chez nous, tout le monde le fait. Il s'est écrasé. C'est stupéfiant. Bon, d'une part, il a été certainement très très mal entouré. Bon, il y avait déjà une faille dans le personnage. Comment a-t-il pu rester aux ordres de Sarkozy autant d'années? Il aurait dû, ça aurait assuré peut-être davantage sa carrière future, il aurait dû démissionner en disant pourquoi, beaucoup plus tôt. Non, il est resté bien sagement. Je ne sais pas, le personnage de Fillon, j'étais en correspondance avec lui. C'est un personnage très bien élevé, il répond, non. C'était une carte que j'ai voulu jouer, parce qu'il est évident que ça aurait été nettement préférable plutôt que d'avoir un Macron. Mais il s'est laissé faire comme un gamin. Je sais pas. Je ne sais pas. En plus de ça, incontestablement, sur le plan économique, il a été imprudent.
Ils ont un petit peu tiré sur la ficelle sur le plan économique, notamment son épouse, des choses qui sont passées. Ils ont eu les enquêtes financières sur le dos et ça l'a coulé. Vous savez, en politique, si on veut réellement lutter contre la mafia, qui n'est pas honnête, il faut être soi-même hyper honnête. Sinon, les malhonnêtes vous rattrapent en disant « vous êtes le malhonnête ». Donc, à mon avis, c'est ça. C'est pour ça que, en fait, ils l'ont neutralisé de l'intérieur par sa faute et par celle de son épouse. Parce que là, les factures. En fait, je crois de le fond de l'abus de son épouse était qu'elle monnayait son carnet d'adresse mondain. C'était pas franchement des services qu'elle rendait sur le plan politique. Donc, c'est pas sérieux ça. C'est comme aux dernières élections avec Marine Le Pen. Marine Le Pen. Mais rappelez-vous, il y a une chose qui m'a, je pense que beaucoup d'entre vous et puis d'autres, on a été certainement des milliers, des centaines de milliers à voir l'émission sur France 2. L'émission de France 2, à une certaine heure, je ne me rappelle plus laquelle, on voyait Marine Le Pen très très nettement en tête, je crois, de plus d'1 million de voix par rapport à Macron. Puis brusquement, ça bascule. Je dis, mais c'est pas possible, comment ça a pu basculer d'un seul coup? Et Macron, au miracle, a été élu. Ah bon? Ça aurait même Alors, diminué, je crois, à l'époque, à un moment. Ouais. Bon, alors je sais bien qu'il y a les manipulations par le ministère de l'Intérieur, mais enfin, des mesures dans de telle largeur, ça semble tout de même difficile. Mais, principalement, ça rejoint le fond de votre question. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen n'a pas demandé un recomptage des voix? Silence. Elle s'est laissée faire. Ah, comme c'est curieux. D'ailleurs, on a évoqué qu'elle aurait touché quelques centaines de millions. On a parlé de 600 millions. Je n'en sais rien, mais on a l'impression que tout ça, c'est un jeu de rôle entre complices. Pendant ce temps-là, comme son père, elle fait sa fortune en surfant sur une pseudo-opposition, un pseudo-patriotisme, une pseudo-immigration. Opposition à l'immigration, et encore. Je ne peux que constater que souvent les républicains sont plus en flèche que le Rassemblement national. Un peu extraordinaire quand même. Mais c'est comme ça. Alors, vous comprenez, avant toute tentative de réaction, il faut bien poser le diagnostic. Je suis médecin et c'est ça que j'ai toujours aimé dans ma profession, c'est que si on veut aider un patient, il faut commencer par bien poser le diagnostic. En politique, c'est exactement la même chose. Si on veut régler les problèmes, il faut bien poser le diagnostic, savoir d'où viennent les problèmes, pour les éliminer, et éliminer ceux qui en sont les vecteurs. C'est aussi simple que cela. Sauf qu'il est interdit maintenant de poser le diagnostic, sinon ça vous conduit en prison. Et ce qui est interdit aujourd'hui, De poser le diagnostic, ça vous conduit en prison. Là, si vous dites, ah oui, ça oui, mais enfin, il y a façon tout de même, il y a façon et façon de dire les choses. C'est pour ça qu'en général, quand je m'attaque à quelqu'un ou à une politique, je le fais toujours sur base de citations. Et je n'insulte jamais l'adversaire. Ce qui, en principe, je dis bien en principe, permet d'éviter des petits problèmes à la 17e chambre. Ce que, par exemple, prenez Jérôme Bourbon, prenez Alain Soral, il se défoule, il leur arrive des petits problèmes. Ne jamais insulter l'ennemi, mais le cibler, le détruire, en montrant ce qu'il est par ses propres textes. Une méthode.
pensez-vous de la déclaration du président de la République? Et que pensez-vous de la déclaration du président de la République sur l'envoi de troupes en Ukraine? Est-ce qu'il prévoit les cercueils avec? Ben, je dirais, alors, vous connaissez, je suppose, les origines de Macron. Vous savez qu'il est juif, Oui. par sa mère. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière la guerre en Ukraine? Vous souvenez-vous d'une des toutes premières déclarations de Zelensky quand il est arrivé au pouvoir? Comme quoi il souhaitait faire de l'Ukraine un grand Israël. Et c'est pour ça que tout le monde occidental, la France d'Emmanuel Macron, s'acharne à envoyer des munitions, des milliards de notre poche, sans nous demander notre avis, pour essayer d'arriver justement à ce grand Israël. Et quand on fait l'analyse de ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit très bien quel serait l'intérêt d'avoir un Ukraine. En plus de ça, un pays très riche, du point de vue agriculture, minerais, etc., d'avoir une Ukraine nouvelle Israël pour accueillir les pauvres petits Israéliens qui vont bientôt être mis à la porte de Palestine. Et c'est pour ça, pour répondre à votre question, que Macron s'acharne à vouloir nous faire la guerre. Ça en est risible. Ça en est risible. Et alors, il y a une chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'en ai parlé dans différentes conférences et entretiens, sous prétexte de la loi de programmation militaire. Ça vous dit quelque chose? L'article 5. Sous prétexte de la loi de programmation militaire, il est stimulé qu'en cas de guerre qui mettrait en danger la République, le gouvernement, par décret, pourrait imposer la réquisition des individus et de leurs avoirs pour faire face à l'agression. Donc voilà, pour répondre à votre question. Et en fait, que ce soit, on trouve les mêmes derrière ces deux guerres, la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, nous avons la pesanteur de deux guerres juives. Deux guerres juives. On doit dire d'ailleurs que toutes les guerres, depuis en tout cas la Première Guerre mondiale et surtout la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, toutes les guerres ont été faites en fonction des intérêts juifs, mondialistes et messianiques. Ce ne sont pour eux que des moyens pour en parvenir à leur rêve de gouvernance mondiale. Et tout cela, ils essayent d'y parvenir par étapes. Et l'Ukraine, comme la Palestine, c'est une étape. Ce sont des étapes. Comment expliquez-vous que ces gens-là aient réussi à noyauter le monde entier, occidental notamment? L'argent. Il y a d'autres groupes qui ont de l'argent. Comment se fait-il que ces Bah, gens-là il y a l'argent et il y a l'appartenance maçonnique, c'est la judéo-maçonnerie. Et c'est pour ça que j'ai fait dans ma démonstration, que j'ai voulu faire la démonstration dans ma conférence, qu'à partir de la dite Révolution française, le choix du citoyen est livré entre les mains des médias. Donc qui tient les médias? C'est l'argent. Qui tient l'argent? Etc., etc. On n'en sort pas. La mécanique est toute simple. Elle est mathématique et linéaire. Vous avez parlé de Macron qui a été créé par les médias, mais regardez actuellement, Glucksmann, il est créé par les médias. Hein. Qui donc? Glucksmann. Bah évidemment. On le voit Évidemment. partout, Encore un. voilà.
C'est bien. C'est les médias qui le disent. Mais bien entendu, encore un qui... Bon, Glucksmann en connaissait le nom, Oui. puisque son père était Oui. un de ceux qui avait fait mai 68, avec Cohn-Bendit. Le violeur d'enfants. Hein? Le violeur d'enfants. Violeur d'enfants. Ah, oui. Je ne dis pas, oui, oui, violeur d'enfants quand même, enfin, celui selon ce dont il se vantait, qui aimait que les petits garçons lui tripotent la braguette. Ce qui en dit déjà long sur le personnage. Et on voit à quel point tout ce monde politique est infiltré. Il y a un personnage dont on entend beaucoup parler, c'est Luc Ferry, soi-disant philosophe. Je l'entends assez régulièrement sur une radio qui m'horripile, mais que je m'abstreins à écouter parce qu'il faut toujours savoir ce que dit l'ennemi. Radio classique. Si vous connaissez Radio Classique, alors le titre est alléchant. Il y a de la musique classique qui est pas mal, mais quand il n'y a pas de musique, il y a des entretiens, etc. Donc souvent des entretiens avec Luc Ferry. Et très souvent, ce qui m'a frappé, Luc Ferry de temps en temps dit des choses pas mal. On dit tiens, c'est curieux. On est tous surpris. Bon, peut-être quelques minutes plus tard, il va dire le contraire ou à peu près le contraire. Mais ce qui me frappe avec lui, soi-disant grand moralisateur, c'est qu'il parle toujours de Cohn-Bendit, mon grand ami. Cohn-Bendit, son grand ami, ah bon d'accord, lui aussi aime bien se faire tripatouiller la braguette par les enfants. Non mais écoutez, c'est pas sérieux tout ça. Pourquoi ils mettent plus en avant un Bardella qu'un monsieur Asselineau, qui est je trouve, beaucoup plus intéressant. Alors c'est toujours la même chose, il y a un certain nombre de personnes, d'individus qui disent des choses pas mal. Incontestablement, Asselineau fait de bonnes critiques contre l'Europe, etc. On ne peut qu'être d'accord. Le problème, c'est qui est Asselineau? Qui est Asselineau? D'une part, il y a des problèmes de mœurs, quand même. Que certains de son propre parti lui reprochent. Deuxièmement, c'est un bon républicain. Troisièmement, ou dans le désordre, c'est un bon gaulliste. Et alors, je pose toujours la question, quand on pose la question à ce sujet-là, comment voulez-vous que quelqu'un qui fait par ailleurs une assez bonne critique de certains sujets remédie au problème qu'il dénonce s'il continue à se référer à l'individu ou aux individus qui sont au départ de cette fausse idéologie? Il ne peut pas. S'il est cohérent avec lui-même, s'il dénonce telle politique et l'aboutissement de cette politique, il doit dénoncer celui qui en a été l'auteur. Or, j'en ai beaucoup, mais tout le personnel politique que nous avons au pouvoir aujourd'hui, ce sont les héritiers politiques de cette faune de juifs et de francs-maçons que De Gaulle a ramené avec lui de Londres. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et là encore, bon, c'est bien, critiquer l'Union européenne, dire qu'il faut en sortir, tout à fait d'accord. Mais pour faire quoi? Pour faire du gaullisme? Alors que c'est lui qui nous a amené tout ça? Par le personnel qui nous a amené? Il y a un problème. Il y a un problème de logique élémentaire. Une dernière question. Vous avez dit que votre père a eu accès à des archives maçonniques. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a eu des pépites ou des choses que... C'est-à-dire que quand le régime de Vichy est arrivé au pouvoir, comme tout pouvoir nationaliste, il a évidemment décrété l'interdiction de la maçonnerie. Donc les archives maçonniques ont été prises, malheureusement avec retard. Et là encore, ça montre bien à quel point même le régime de Vichy était quelque peu infiltré. Il y a eu des retards plus ou moins voulus, des petites sympathies d'anciens de la Troisième République qui, par copinage,
plus ou moins lourds, ont essayé de freiner. Donc, l'interdiction est venue tardivement, ce qui a permis à la maçonnerie de mettre beaucoup d'archives à l'abri. Mais malgré tout, il y a tout de même un certain nombre de choses qui sont tombées entre les mains de la police de Vichy, et c'est le maréchal Pétain qui a désigné mon père pour dépouiller ses archives. Donc mon père, évidemment, connaissait un grand bout là-dessus, ce qui lui valut, entre autres choses, d'ailleurs, d'être condamné à 2 ou 3 reprises, je ne sais plus, à mort par contumace par la police, la justice d'un certain Charles de Gaulle. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, j'en parle d'ailleurs, vous verrez ça dans ma nouvelle édition de la maçonnerie, et vous verrez comment, à certaines époques, on arrive à en savoir plus sur la maçonnerie. Très amusant. D'une part, parce qu'il y a des révolutions qui font que les pouvoirs arrivant au pouvoir étant hostiles de la maçonnerie, en bouclant la maçonnerie, récupèrent les archives, donc on en apprend des choses. Et puis, parce qu'il y a des gens qui, brusquement étant rentrés en maçonnerie, se découvrent la réalité maçonnique et disent ce qu'ils ont vu. Donc, ils décrivent et ils donnent des informations. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, on arrive à se faire une idée de ce qu'est la maçonnerie. Et puis, il y a d'autres choses aussi, mais je ne vais pas déflorer mon livre. Stéphane Blais, le pianiste là qui est mort. Comment ? Stéphane Blais. Stéphane Blais, un pianiste international. Alors, Stéphane Blais était un exemple, un excellent exemple, justement, de ce qui arrive quand on rentre en maçonnerie et qu'on atteint un certain degré. Je crois qu'il était 33e. Et qu'à un moment donné, on n'en peut plus, et qu'on dit non, je ne peux pas continuer comme ça et je m'en vais. Il a été suicidé. C'est pas possible autrement. Il a été suicidé. Donc lui, il décrivait la maçonnerie comme un État dans l'État. Ben oui, bien sûr. Et il n'est pas le seul dans l'histoire. Hein. Il y a de multiples autres exemples. Et d'ailleurs, ça correspond à toutes les menaces que périodiquement la maçonnerie a fait à ceux qui seraient tentés de divulguer les secrets alors qu'ils sont à des degrés supérieurs de la maçonnerie. Ça ne pardonne pas. Mais en fait, dès le début. Dès le début. Quand ils rentrent en maçonnerie, ils doivent... Tout à fait, tout à fait. Ils sont prévenus. Voilà. Ils sont prévenus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils pensent au départ. Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est une curieuse... Mais moi-même, j'étais approché. Quand j'étais invité comme professeur invité à l'Université de Bruxelles, du fait de mes travaux en microchirurgie dans le domaine de la neurochirurgie, je ne savais pas, donc j'étais invité par l'Université libre de Bruxelles, mais je ne savais pas que libre de Bruxelles, c'était dans le sens libre penseur, c'est-à-dire maçonnique. Bon, j'ai vite compris ce que c'était, bon, j'y étais. J'ai fait le Pernambus. Et avec moi, ils ont travaillé de la façon suivante. Ils m'ont invité périodiquement à des réunions de la libre pensée. Pas des séances en loge, des réunions de la libre pensée, d'information, etc. Je savais ce que c'était. Et je me disais, bon, si je vais à une, je vais être entraîné, etc., etc. Donc je fais le Pernambus, plus préoccupé de mes expériences de microchirurgie, etc., pour améliorer la technique. Et puis les belles promesses qu'on m'avait fait, bon, j'y croyais plus beaucoup, et évidemment, je n'étais même pas complètement naïf, et comme quoi j'allais succéder à mon chef de service une fois qu'il allait prendre sa retraite. Quelques semaines plus tôt avant que n'arrive sa retraite, voyant qu'on ne me disait rien, je l'ai coincé physiquement entre deux portes. Et je lui dis, monsieur, je ne vais pas dire son nom, les promesses que vous m'avez faites, est-ce que vous allez les tenir? Et il m'a répondu aussi sec, mais c'est ton cas, comme vous n'êtes pas libre penseur, vous n'aurez pas de carrière à l'ULB. Et je lui ai répondu aussi sec, ça veut bien dire que les libres penseurs ne sont pas aussi libres qu'ils veulent bien le dire. Bien, vous savez, quand je me suis installé à Toulon,
les petits francs-maçons de Toulon savaient déjà qui j'étais. Ça ne m'a pas empêché de vivre et de nourrir quand même ma petite famille. C'est amusant. Ça, j'avoue que j'ai tout de même eu une existence assez agitée. Mais quand on veut, on peut. C'est dur. Il faut s'accrocher. J'avoue que quand je pense à ça, je souris toujours. Ouais. Et à un moment donné, parce ils ont tout fait pour m'empêcher de continuer à opérer, ils sont allés jusqu'à imposer aux anesthésistes de ne plus anesthésier mes cas pour moi. Donc j'étais paralysé. J'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, ben, je vais pratiquer un autre type de chirurgie. En politique. Bon, je pense que vous le savez, parce que ce n'est pas la première fois que je raconte la chose. Et voilà. Autre question ? Bon, eh bien, si vous voulez que je vous dédicace des livres, ils sont là, ils vous tendent les bras, et puis ceux qui ne sont pas abonnés à la politique, je les engage à s'abonner parce que vous trouverez des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs.